Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jacques Ralid 2. Laissez aller le cours des choses, voilà la catastrophe, déclarait il y a bien longtemps en des temps d'orage Walter Benjamin. Les temps sont différents, très différents, encore qu'aussi avec orage, mais c'est avec au cœur et à l'esprit cette pensée que je souhaite ouvrir cette journée de vigilance autour et pour une paix réelle au Proche-Orient pour reprendre l'intitulé du CVPR qui va bientôt avoir 10 ans d'âge je crois et dont je salue les animateurs, les militants et les soutiens ici rassemblés. Je voudrais excuser Georges Labica, on l'a déjà dit, mais comme je le connais bien j'avais envie de le nommer, car sa santé s'est fragilisée ces derniers temps. Et puis, je veux adresser à mon tour à l'ambassadrice la plus populaire du corps diplomatique, Leïla Chaïd, nos pensées affectueuses et fidèles pour elle, son peuple, son État, sa sagacité politique ouverte et de principe. Leïla Chaïd va rejoindre Bruxelles pour y représenter la Palestine auprès de l'Europe. Qu'elle sache que la mélancolie nous a gagnés quand nous l'avons su, et puis parce que nous l'avons connue sur la durée avec cette aptitude à garder une vitalité de pensée quoi qu'il arrive, elle a plus que personne transmis cette idée que le mot désespoir n'a pas de signification politique. Chacune et chacun d'entre nous a, à sa manière, fait monter d'un cran son engagement pour faire toucher du doigt ce qui se passe sur cette rive de notre commune Méditerranée. Comment ne pas voir le rôle des savoirs ? Comment ne pas se féliciter de l'organisation de cette journée à l'initiative du CVPR Pau, avec la participation de journalistes de l'écrit, du son et de l'image. La décision de creuser la question capitale du dire sur ce coin source du monde. Nous devons et nous pouvons dans ces quelques heures de ce samedi 26 novembre travailler à être de meilleurs passeurs de réalité, pour contribuer à informer une opinion publique, courageuse et exigeante. Nous pouvons toujours mieux servir la dignité palestinienne et faire de grands efforts d'autant plus que l'acuité des problèmes est vive, que des choses changent. Il y a là-bas une sorte de chaudière politique et humaine, qui notamment ces derniers temps peut brouiller notre habituelle photo des événements qui s'y déroulent. La mort du président Arafat, l'élection de Mahmoud Abbas, la crise du parti travailliste israélien, Sharon quittant le Likoud et formant un nouveau parti, on a l'impression d'un tremblement de terre. Comment assumer ces passages mêlés à la continuité ? Comment analyser ces événements dans l'empoignade historique vertigineuse qui se déroule là-bas ? Comment dégager quelque clarté dans cette situation ? Comment passer des tâtonnements d'un homme, d'une femme, fussent-ils journalistes aux actes de nouveaux brasseurs d'histoire ? Quelle langue avoir et comment y combattre toutes les dérives permettant la seule communication triviale par une sorte d'espéranto qui aurait réussi ? Comment bien nommer ? Car mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. J'entends bien que vous allez étudier expérience à l'appui, les mauvais coups contre l'information. Le livre de Joss Drey et de Denis Sieffer est précieux de ce point de vue. Je voudrais pour ma part insister sur 3 faits qui cheminent, et qui sont partie prenante de la situation et de son élucidation. Premièrement, il y a le mur d'apartheid, cette nouvelle est déjà longue, trop longue, réalité et je trouve quelque part ahurissant, disons le mot défaillant qu'il en soit si peu question. Le chantier continue d'avancer, traversant tout sans vergogne d'une propriété privée à des paysages bibliques, de la cour d'une école à la vie des individus. Deuxièmement, à écouter, lire ou voir l'information, on a souvent l'impression, et ça n'est pas seulement une impression, qu'elle est manipulée, masquée ou tuée, mais des contacts que je peux avoir avec des journalistes, ils témoignent de ceci. Dès qu'une information concerne des faits d'Israël, je ne dis pas des méfaits ou des forfaits, je dis des faits, c'est une pluie de protestations auprès de l'organe ou de la radio ou de la télévision où les choses sont dites. Par contre, quand il s'agit des Palestiniens, il y a à peine un goutte à goutte de courrier. Troisièmement, les mots doivent nous préoccuper beaucoup. Je le dis car ils sont partie prenante de l'état d'esprit ambiant. J'en veux pour preuve ceci. On parle presque toujours de territoire en oubliant souvent le qualificatif « occupé ». Que dit-on alors face à ceux qui parlent de territoire disputé ? Autre exemple, c'est une invention française. L'expression arabo-islamique est un travestissement souvent inconscient mais lourd de conséquences, cette expression impliquant l'existence d'un bloc homogène alors que la réalité est d'une très riche diversité. Par exemple dans le mot arabo, sont compris les chrétiens, les juifs et les laïcs. Ce vocabulaire empêche la nuance dans la réflexion. Troisième exemple enfin,
L'intifada des banlieues, c'est une manière d'importer ici le conflit de là-bas, une manière d'arabiser les incendies des voitures et finalement une manière de comprendre les réactions israéliennes. Plus généralement, ce lâche vocabulaire porte atteinte à terme à la démocratie. Je crois dans l'histoire quand on regarde un peu des événements autres. Hitler disait ne pas être un dictateur mais seulement un simplificateur de la démocratie. Oui, céder sur les mots, c'est céder sur les choses, c'est notamment ouvrir la voie à la censure. Voilà ce que j'avais envie et besoin de dire à l'orée d'une journée à laquelle je souhaite un bon travail d'écoute, de réflexion et d'initiative. Tout cela en toute liberté, en osant si nécessaire être hérétique de la pensée consensuelle ou de la peur. Je vous demande aussi de m'excuser si je dois me sauver parce que la séance du Sénat qui d'habitude n'a pas lieu le samedi, a lieu aujourd'hui sur la question logement, et notamment les logements sociaux, et comme je suis très concernée par cette question, je dois y aller. Merci de votre attention. Denis Sieffer 3. Bonjour. Je vais me permettre de compléter un petit peu la présentation de Sylvain Sipel pour vous dire qu'il est aussi l'auteur d'un ouvrage récent qui s'appelle « Les Emmurés » et qui est un ouvrage très remarquable d'anthropologie. En guise d'introduction, je crois qu'il est utile de dire que nous avons affaire à un conflit qui est vécu de façon particulière dans la société française. Il faut le dire avant pour que chacun comprenne la difficulté qu'il y a quand on est journaliste à traiter ce sujet car effectivement, il y a une passion française et dans passion il y a douleur, souffrance, autour de ce conflit. C'est un conflit qui par lui-même a une portée beaucoup plus importante que le seul territoire ou périmètre géographique où il a lieu. Je crois qu'il a une portée universelle en ce qu'il résume de façon tout à fait tragique tous les drames du XXe siècle, et aussi en ce qu'il perpétue une forme de colonialisme qui est dépassée par l'histoire. Nous avons affaire beaucoup plus à des formes de post-colonialisme, de néocolonialisme économique et financier. Et là, on a toujours un colonialisme à l'ancienne, militaire et concret. En France, il y a évidemment une hypersensibilité à ce débat et elle tient à plusieurs facteurs. Le premier, le plus évident, est démographique, sociologique, culturel. Il y a la plus forte communauté juive d'Europe et la plus forte communauté d'immigrés ou de Français issus du Maghreb. Alors évidemment, les uns et les autres n'entretiennent pas avec le conflit le même type de relation. Les premiers ont souvent une relation quasi familiale, des familles sont parties en Israël, les fêtes sont l'occasion de rencontres ici ou là-bas. Il y a quelque chose de tout à fait charnel, familial, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas débat et parfois empoignade autour des tables, et je dis cela tout de suite pour mettre en garde contre une vision qui serait évidemment univoque et simpliste de la façon dont la communauté juive vit ce conflit. S'agissant des Français originaires du Maghreb ou dont les parents, les arrière-grands-parents parfois, sont originaires du Maghreb, souvent c'est une relation un peu plus complexe parce qu'elle n'est pas familiale avec les Palestiniens, mais culturelle. C'est un sentiment de fratrie, un sentiment commun d'arabité comme disait Maxime Rodinson. Pour ces raisons au moins, ces deux communautés, avec tous les guillemets nécessaires, vivent de façon très réactive ce conflit et le réfractent dans la société française, heureusement avec une intensité bien moindre car là aussi je mets en garde contre les dérives de vocabulaire genre « intifada des banlieues » et autres. Il n'y a pas de reproduction de la situation là-bas ici, mais il y a des empoignades, des débats et il y a parfois des manifestations politiques physiques qui reflètent la situation là-bas, et qui suivent d'ailleurs les pics de violence, les pics de tension en Israël et dans les territoires palestiniens. Ensuite, pour toujours essayer d'expliquer cette hypersensibilité et la difficulté de la tâche des journalistes aussi, car il faut prendre ça en considération, il y a l'histoire. L'histoire c'est que la France d'une part a convoité aussi ces territoires depuis Bonaparte jusqu'aux années 20, et que ce fut la première grande désillusion coloniale française. La France n'a pas bouté de là-bas le grand concurrent britannique. Et puis, il y a évidemment le fait que la France est le pays d'Europe occidentale où se croisent les plus grandes tragédies du XXe siècle, le génocide des Juifs et le colonialisme où des populations ont vécu dans leur famille, dans leur chair ces deux grands désastres de l'humanité. Je n'entrerai pas dans le débat de savoir si on doit établir une hiérarchie. Si on me le demande, je suis capable de le faire, mais je crois que ce n'est pas le débat.
En tout cas, il est vrai que des parties de nos concitoyens vivent notamment la mémoire de ces grandes tragédies de façon tout à fait présente et vivante, et avec des événements qui entrent en résonance avec eux, qui les font revivre parfois exagérément, parfois dans l'hypersensibilité, mais c'est ainsi. Et puis, il découle de tout ça que la France a été mêlée intimement à la création de l'État d'Israël, et non pas simplement comme une voix parmi d'autres dans le fameux vote des Nations Unies de novembre 1947, mais parce qu'il y a eu, à partir de la fin des années 40 et du début des années 50, une sorte de rapport fusionnel avec ce pays, de la 4e République en particulier, au point que par exemple l'armement israélien et en particulier la bombe atomique, est quelque chose qui a été en grande partie financé, voire apporté d'un point de vue technologique par la France de la 4e République. Et là encore, on voit que les deux événements qui servent de toile de fond à mon avis de façon permanente à ce débat en France, sont absolument omniprésents, c'est-à-dire que la France a été très prudente sur la question de la colonisation sioniste avant-guerre parce qu'elle pensait que ça pouvait mettre le feu aux poudres dans le Maghreb. Quand le feu a été mis aux poudres dans le Maghreb, c'est-à-dire à partir de 1954, mais déjà il y a eu bien des événements qui ont précédé le 1er novembre 54, la France officielle, la diplomatie française ont reproduit une idéologie qui anticipe tout à fait celle qu'on retrouve aujourd'hui dans les discours de Bush et de Dick Cheney. Cette idéologie parlait d'un monde arabo-musulman indistinct qui allait d'Oran à Jérusalem et à l'Irak, et qui était un monde hostile, barbare, anti-occidental, dont la capitale à l'époque dans le discours occidental et le discours français était évidemment le Caire. On voyait Nasser comme l'égal d'Hitler. Des personnages éminents comme Paul Reynaud, des socialistes comme Christian Pineau, des radicaux comme Bourges Monory ont développé ce type de discours. C'est cette toile de fond qui fait que la France a orienté sa politique, a teinté en permanence son action avec son regard colonial, ses intérêts coloniaux. Elle a agi en fonction de ses intérêts coloniaux en particulier au Maghreb. Cela explique aussi que, non pas à partir de 1967, on connaît tous la fameuse conférence de presse de Gaulle de novembre 1967, « Un peuple sûr de lui-même et dominateur ». C'est la phrase qui a été retenue et prise dans un discours qui mérite d'être relu et qui a quand même quelques pouvoirs prophétiques sur la volonté colonisatrice de l'État d'Israël, mais bien avant à partir de 1962, il y a un tournant. Et on voit là encore que la France modifie, réoriente sa politique, non pas à partir à proprement parler de ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais à partir de ses intérêts au Maghreb et dans ses relations avec tout le monde arabe. Je dis ça un peu en guise d'introduction parce que ça explique en grande partie qu'aujourd'hui, il est difficile pour des journalistes de travailler sur cette question. Quand il y a des regains de tension, des pics de violence, immédiatement, il y a des grandes machineries qui se mettent en branle avec des pétitions, avec des pressions, avec des appels, avec des lettres aux directions, etc. Et on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. On ne peut pas imaginer que tous les journalistes soient bravaches et aient envie particulièrement d'avoir des ennuis tous les jours, et peut-être a-t-on envie parfois de parler de la Bretagne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.